La République de Platon, livre 8e, suite. Mais considérons comme terminé le tableau de cette constitution qu'on appelle oligarchie, où le sens fait les magistrats, et examinons l'homme qui lui répond, comment il se forme et ce qu'il est une fois formé. J'y consens. N'est-ce pas justement de cette manière qu'il passe de l'esprit timocratique à l'esprit oligarchique? Comment? Le fils de l'homme timocratique imite d'abord son père et marche sur ses traces. Mais ensuite, quand il le voit se briser soudain contre la cité, comme contre un écueil, et après avoir prodigué sa fortune, et s'être prodigué lui-même à la tête d'une armée ou dans l'exercice d'une haute fonction, échoué devant un tribunal, outragé par des sycophantes, condamné à la mort, à l'exil ou à la perte de son honneur et de tous ses biens. C'est chose ordinaire, dit-il. Voyant mon ami ses malheurs et les partageant, dépouillé de son patrimoine et pris de crainte pour lui-même, il renverse vite, je pense, du trône qu'il leur avait élevé en son âme, l'ambition et l'élément courageux. Puis, humilié par sa pauvreté, il se tourne vers le négoce, et petit à petit, à force de travail et d'épargne sordide, il amasse de l'argent. Ne crois-tu pas qu'alors il placera sur ce trône intérieur l'esprit de convoitise et de lucre, qu'il en fera en lui un grand roi, le seigneur de la tiare, du collier et du cimeterre? Je le crois. Quant aux éléments raisonnables et courageux, il les place à terre, j'imagine, de part et d'autre de ce roi, et les ayant réduits en esclavage, il ne permet point que le premier ait d'autres sujets de réflexion et de recherche que les moyens d'accroître sa fortune, que le second admire et honore autre chose que la richesse et les riches, et mette son point d'honneur ailleurs qu'en la possession de grands biens et de ce qui peut les lui procurer. Il n'y a pas, dit-il, d'autre voie par laquelle un jeune homme puisse passer plus rapidement et plus sûrement de l'ambition à l'avarice. Dès lors, demandai-je, cet homme n'est-il pas un oligarque? Assurément, au moment où le changement est survenu, il était semblable à la constitution d'où est sortie l'oligarchie. Examinons donc s'il ressemble à celle-ci. Examinons. Et d'abord, ne lui ressemble-t-il pas par le très grand cas qu'il fait des richesses? Certes. Il lui ressemble encore par l'esprit d'épargne et d'industrie. Il satisfait uniquement ses désirs nécessaires, s'interdit toute autre dépense et maîtrise les autres désirs qu'il regarde comme frivoles. C'est l'exacte vérité. Il est sordide, poursuivis-je, fait argent de tout et ne songe qu'à thésauriser. C'est enfin un de ces hommes qui louent la multitude. Mais tel n'est-il pas semblable au gouvernement oligarchique? Il me le semble, répondit-il. En tout cas, comme ce gouvernement, il honore surtout les richesses. Sans doute, repris-je, cet homme n'a guère songé à s'instruire. Il n'y a pas d'apparence, autrement, il n'aurait pas pris un aveugle pour conduire le cœur de ses désirs et ne l'honorerait pas par-dessus tout. Bien, dis-je, mais considère ceci. Ne dirons-nous pas que le manque d'éducation a fait naître en lui des désirs de la nature du frelon, les uns mendiants, les autres malfaisants, que contient de force sa sollicitude pour un autre objet? Si, certainement. Or, sais-tu où tu dois porter les yeux pour apercevoir la malfaisance de ses désirs? Où? Demanda-t-il. Regarde-le quand il est chargé de quelque tutelle ou de quelque autre commission où il a toute licence de mal faire. Tu as raison. Et cela ne met-il pas en évidence que, dans les autres engagements où il est estimé pour une apparence de justice, il contient ses mauvais désirs par une sorte de sage violence, non pas en les persuadant qu'il vaut mieux ne pas leur céder, ni en les adoucissant au moyen de la raison, mais en pesant sur eux par contrainte et par peur, car il tremble pour ce qu'il a. C'est chose certaine, dit-il. Mais, par Zeus, mon ami, quand il s'agira de dépenser le bien d'autrui, tu trouveras chez la plupart de ces gens-là des désirs qui s'apparentent au naturel du frelon. Cela ne fait aucun doute. Un tel homme ne sera donc pas exempt de sédition au-dedans de lui-même. Il ne sera pas un, mais double.
Néanmoins, le plus souvent, ses meilleurs désirs maîtriseront les pires. C'est exact. Aussi aura-t-il, je pense, un extérieur plus digne que beaucoup d'autres, mais la vraie vertu de l'âme unie et harmonieuse fuira loin de lui. Je le crois. Et certes, cet homme parcimonieux est un piètre joueur dans les concours de la cité, où se dispute entre particuliers une victoire ou quelque autre honneur. Il ne veut point dépenser de l'argent pour la gloire qui s'acquiert dans ces sortes de combats. Il redoute de réveiller en lui les désirs prodigues et de les appeler à son secours pour vaincre. En véritable oligarque, il ne lutte qu'avec une faible partie de ses forces, et la plupart du temps il a le dessous, mais il conserve ses richesses. C'est vrai, dit-il. Douterons-nous encore que ce parcimonieux, cet homme d'argent, se range auprès de la cité oligarchique en raison de sa ressemblance avec elle? Nullement, répondit-il. C'est la démocratie, se semble, qu'il faut maintenant étudier. De quelle manière elle se forme et ce qu'elle est, pour connaître le caractère de l'homme qui lui répond et le faire comparaître en jugement. Oui, nous suivrons ainsi notre marche ordinaire. Eh bien, n'est-ce pas de la façon que voici que l'on passe de l'oligarchie à la démocratie, à savoir par l'effet de l'insatiable désir du bien que l'on se propose et qui consiste à devenir aussi riche que possible? Comment cela? Les chefs dans ce régime, ne devant leur autorité qu'au grand bien qu'ils possèdent, se refuseront, j'imagine, à faire une loi pour réprimer le libertinage des jeunes gens et les empêcher de dissiper et de perdre leur patrimoine, car ils ont dessein de l'acheter ou de se l'approprier par l'usure, pour devenir encore plus riches et plus considérés. Sans doute. Or, n'est-il pas évident que dans un État, les citoyens ne peuvent honorer la richesse et en même temps acquérir la tempérance convenable, mais qui sont forcés de négliger ou l'une ou l'autre? C'est assez évident, dit-il. Ainsi, dans les oligarchies, les chefs, par leur négligence et les facilités qu'ils accordent au libertinage, réduisent parfois à l'indigence des hommes bien nés, certainement. Et voilà ce me semble établi dans les cités des gens pourvus d'aiguillons et bien armés, les uns accablés de dettes, les autres d'infamie, les autres des deux à la fois. Pleins de haine pour ceux qui ont acquis leurs biens, ils complotent contre eux et contre le reste des citoyens et désirent vivement une révolution. C'est exact. Cependant, les usuriers vont tête baissée, sans paraître voir leurs victimes. Ils blessent de leur argent quiconque leur donne prise parmi les autres citoyens, et tout en multipliant les intérêts de leur capital, ils font pulluler dans la cité la race du frelon et du mendiant. Comment en effet en serait-il autrement? Et le sinistre, une fois allumé, ils ne veulent l'éteindre ni de la manière que nous avons dite, en empêchant les particuliers de disposer de leurs biens à leur fantaisie, ni de cette autre manière, en faisant une loi qui supprime de tels abus. Quelle loi? Une loi qui viendrait après celle contre les dissipateurs et qui obligerait les citoyens à être honnêtes, car si le législateur ordonnait que les transactions volontaires se fissent en général au risque du prêteur, ou s'enrichirait avec moins d'impudence, on s'enrichirait avec moins d'impudence dans la cité, et moins de ces mots y naîtraient dont nous parlions tout à l'heure. Beaucoup moins, dit-il. Tandis que maintenant, les gouvernants, par leur conduite, réduisent les gouvernés à cette triste situation. Et pour ce qui est d'eux-mêmes et de leurs fils, est-ce que ces jeunes gens ne sont pas dissolus, sans force dans les exercices physiques et intellectuels, mous et incapables de résister, soit au plaisir, soit à la douleur, sans contredit? Et eux-mêmes, uniquement préoccupés de s'enrichir, et négligeant tout le reste, se mettront-ils plus en peine que les pauvres de la vertu? Non pas. Or, en de telles dispositions, lorsque les gouvernants et les gouvernés se trouvent ensemble, en voyage ou dans quelque autre rencontre, dans une théorie, à l'armée, sur mer ou sur terre, et qu'ils s'observent mutuellement dans les occasions périlleuses, ce ne sont pas les pauvres qui sont méprisés par les riches. Souvent, au contraire,
Quand un pauvre maigre et brûlé de soleil se trouve posté dans la mêlée, à côté d'un riche nourri à l'ombre et surchargé de graisse, et le voit tout essoufflé et embarrassé, ne crois-tu pas qu'il se dit à lui-même que ces gens-là ne doivent leur richesse qu'à la lâcheté des pauvres? Et quand ceux-ci se rencontrent entre eux, ne se disent-ils pas les uns aux autres: ces hommes sont à notre merci, car ils ne sont bons à rien? Je suis persuadé, dit-il, qu'ils pensent et parlent de la sorte. Or donc, comme il suffit à un corps débile d'un petit choc venu du dehors pour tomber malade, que parfois même le désordre s'y manifeste sans cause extérieure, pareillement, n'est-il pas vrai qu'une cité dans une situation analogue est atteinte par le mal et se déchire elle-même pour un futile prétexte, l'un ou l'autre des partis ayant demandé secours à un État oligarchique ou démocratique? Et parfois même, la discorde n'y éclate-t-elle pas sans intervention étrangère? Si, certainement. Eh bien, à mon avis, la démocratie apparaît lorsque les pauvres, ayant remporté la victoire sur les riches, massacrent les uns, bannissent les autres, et partagent également avec eux qui restent, avec ceux qui restent le gouvernement et les charges publiques, et le plus souvent ces charges sont tirées au sort. C'est bien ainsi en effet que s'établit la démocratie, soit par la voie des armes, soit par la crainte qui oblige les riches à se retirer. Maintenant, repris-je, voyons de quelle manière ces gens-là s'administrent, et ce que peut être une telle constitution. Aussi bien est-il évident que l'individu qui lui ressemble nous découvrira les traits de l'homme démocratique. C'est évident. En premier lieu, n'est-il pas vrai qu'ils sont libres, que la cité déborde de liberté et de franc-parler, et qu'on y a la licence de faire ce qu'on veut? On le dit du moins, répondit-il. Or il est clair que partout où règne cette licence, chacun organise sa vie de la façon qui lui plaît. C'est clair. On trouvera donc, j'imagine, des hommes de toutes sortes dans ce gouvernement, plus que dans aucun autre. Comment non?